Je me sens mal, j'ai la nausée, je frissonne de froid et j'ai l'impression que mes os vibrent. Enlève ta chemise. Je regarde Maya, un peu confuse, et je réalise que nous sommes dans sa chambre. Comment ai-je atterri ici? Elle est sérieuse, elle donne des ordres, elle ne demande pas. J'essaie d'enlever ma chemise, mais je me rends compte que je n'y arriverai pas. J'ai passé plusieurs nuits dehors dans le désert, à contempler les étoiles, mais la nuit dernière était si froide que mes pieds ressemblaient à des blocs de glace. J'étais épuisé et j'ai fini par m'endormir dans un endroit improvisé, recouvert seulement d'une bâche, même si je voulais garder un œil sur l'endroit. Mais j'ai dormi. Quand je me suis réveillé, j'ai tout de suite compris que mon état s'était aggravé, que mon rhume avait empiré. Je sentais à peine mes mains et mes pieds et j'ai mis du temps à me lever. A été de me baigner dans l'oasis. L'eau était glacée. Elle semblait me geler les os. « Je vais vous aider !» Je regarde à nouveau la femme en face de moi. Samir. Je lève les yeux vers elle. « Je peux ? Quoi ?» Je réalise à quel point ses lèvres sont pulpeuses après qu'elle a cessé de les presser. « Enlève ta chemise. » Elle me montre du doigt, remarque que je suis habillé et veut me déshabiller. « Tu as une forte fièvre. »« Je vais bien. » Je dis, en remarquant que tout autour d'elle semble bouger comme si j'étais ivre. « S'il vous plaît, » dit-elle d'une manière qui me fait regarder dans ses yeux qui ont la couleur des noisettes. « Je veux juste t'aider. » « Aider à quoi ? J'ai la tête en vrac. Je dois m'occuper des animaux, les abreuver, commander plus de marchandises. Je le ferai. Laisse-moi faire. Je regarde Maya en fronçant les sourcils. Je vais t'aider, détends-toi. Tu dois te reposer. Elle s'approche et je me rends peut-être compte qu'il n'y a pas de peur dans ses yeux, mais plutôt de l'inquiétude. Est-ce que c'est vrai ? Maya. Son nom est aussi beau qu'elle et elle est magnifique dans cette robe. Elle est merveilleuse et ne me regarderait jamais sans être dégoûtée. Je détourne mon regard de ses yeux qui semblent me supplier. Elle ne me quitte pas des yeux. Je me demande ce qu'elle pense. Est-elle désolée? Est-elle curieuse? Je sens le contact frais de ses mains sur ma peau et je réalise qu'elle est très proche. Elle me regarde dans les yeux et je sens un réconfort dans son doux regard. Je lève les bras et ma chemise glisse de mon corps. Elle écarte mes cheveux de mon visage et reste là à me toucher longuement. « Je vais vous faire des compresses froides. » Elle dit et tend sa petite main si délicate qu'il me semble que je pourrais la serrer trop fort et la blesser. Je pense que je l'ai déjà fait, qu'elle était vulnérable et que je l'ai blessée sans réfléchir. « Ce n'est pas grave, » dit-elle, pour une raison inconnue. Ma main tenait déjà la sienne. Je ne sais pas pourquoi j'y pense maintenant, mais ce souvenir me tourmente et augmente ma douleur. « Je crois que je t'ai fait du mal. » Je parle si doucement que je m'entends à peine. « Tu ne m'as pas fait de mal, regarde. » Elle nous montre nos mains l'une contre l'autre. Et c'est bien, mais elle ne comprend pas ce que je veux dire. Voir nos mains comme ça me rappelle moi quand j'étais plus jeune. Je suis peut-être plus malade que je ne le pensais, car rien n'a de sens. Elle me conduit au lit et me fait m'allonger. « Demain, tu iras mieux, tu verras. » Elle le dit avec une telle certitude qu'elle me fait croire qu'elle dit peut-être la vérité et pas seulement des mensonges. Ses yeux noisettes sont comme un portail vers l'inconnu, me faisant passer de la tranquillité à la tempête en quelques secondes. Je marmonne quelque chose et je ferme les yeux. Je sens une compresse froide sur mon front, puis, avec hésitation, sur ma poitrine. Elle alterne fermeté et douceur avec la serviette humide. J'entends sa voix grave qui chante une chanson tandis qu'elle me caresse les cheveux, ce qui me fait frissonner. J'émets un son triste lorsqu'elle cesse de me toucher la tête et la chanson qu'elle chantait, qui me semblait si familière, s'arrête également. Je me suis réveillé en toussant avec la voiture et mes vêtements en feu. J'ai commencé à crier de douleur, étouffé par l'odeur de ma peau brûlée. J'ai désespérément essayé d'appeler mes parents tout en essayant d'éteindre le feu en moi, mais les flammes ne semblaient pas vouloir s'éteindre. Le feu s'approchait de mon visage et je me tortillais pour l'empêcher de me frapper. Je ne comprenais pas comment tout cela s'était passé. Tout était si confus. « Mon fils, je suis là. » J'ai vu mon père ramper dans la voiture. Je me suis rendu compte qu'il était meurtri et qu'il avait un œil fermé, gonflé. Il a mis une couverture sur moi et a appuyé jusqu'à ce que le feu s'éteigne. Mais il y avait encore de la fumée et du feu dans d'autres parties de la voiture. Puis j'ai vu ma mère,
Elle était blessée et saignait abondamment de la tête. « Je vais te sortir de là, d'accord ? Tu es fort, très fort. » Il pleurait, tandis que je paniquais encore, ressentant des douleurs et des brûlures dans tout le corps. Il m'a détaché et m'a soulevé. Il a recouvert le verre éparpillé avec la couverture grise. « Traîne-toi dehors, je vais aider ta mère. »« Non, non, non !» j'ai crié, le serrant fort dans mes bras, effrayé. Il a embrassé mes cheveux. « Calme-toi, mon petit, je t'accompagne, mais il faut faire vite. » Il est parti le premier en voyant que j'hésitais et m'a tendu la main. J'ai regardé ma mère, inconsciente, et j'ai serré la main de mon père pour sortir. Il m'a posé sur un rocher. « Reste ici, je reviens tout de suite. » Il m'a embrassé sur le front et a couru vers la voiture en feu qui a bientôt explosé, me projetant au loin et me faisant perdre connaissance. Il ne reviendrait pas avant 1 minute, ni après, ni jamais. Je vois Samir délirer et je tremble à chaque fois qu'il pleure son père, et sa souffrance est si intense que je ressens la douleur comme si c'était la mienne, ce qui me fait pleurer. Je ne comprends pas tout, mais au bout d'un moment, je comprends qu'il a assisté à la mort de ses parents. Ne sachant pas s'il faut le réveiller ou non, je suis mon cœur et je lui tiens la main, en prononçant des mots qui, je l'espère, le réconforteront. Comme si je parlais à un enfant, j'appuie mon front contre le sien et je murmure à son oreille, essayant de le sortir de son état délirant. Je suis là, je le répète, je suis là. Entre 2 sanglots, je m'occupe de lui jusqu'à ce qu'il prenne un médicament contre la fièvre que j'ai dissous dans de l'eau, et alors sa fièvre baisse et les hallucinations s'arrêtent. Soulagé, je le regarde s'endormir et l'aube illumine la tente. Je quitte la pièce pour aller chercher d'autres serviettes froides. J'essuie son corps et remarque une cicatrice de brûlure sur sa côte, puis je regarde son visage et écarte ses cheveux pour découvrir une autre cicatrice cachée. Il lui est arrivé quelque chose de grave et j'ai hâte de le découvrir, mais il est si loin. J'ai dit une prière et j'ai quitté la pièce en laissant de l'eau et des fruits près de lui. C'était la fin de l'après-midi et le soleil était fort. Je me dirige vers le bâtiment en bois et vois des hommes qui attendent. « Salam alaikum, mon mari ne peut pas venir maintenant, alors si ce n'est pas urgent, revenez demain. » Certains partent immédiatement, tandis que d'autres commencent à parler tous en même temps. « Excusez-moi, un à la fois, s'il vous plaît. » Je demande en essayant d'avoir l'air ferme. Régler la vente des animaux, recevoir le paiement et faire les courses n'a pas été difficile, mais cela m'a pris plus de temps que Samir ne l'aurait fait. Un chariot de marchandises arrive juste au moment où le dernier client s'en va. Le chauffeur insiste pour voir Samir, mais finit par vouloir acheter des chameaux à un prix très bas. Je ne connais pas les prix exacts, mais comme j'ai reçu un paiement, je sais que son offre est inférieure à ce que Samir aurait normalement accepté. Salam, un homme portant un turban sort du véhicule et un jeune homme commence à décharger des caisses de fruits et légumes. « Désolé d'être en retard, la voiture est vieille, » dit-il en souriant. « Vous êtes Maya ? » « Oui, s'il vous plaît, amenez-les à l'intérieur. » Je demande en ouvrant le rideau de la tente. Je suis content de la quantité de nourriture. J'ai remarqué que Samir garde toujours la cuisine bien garnie avec des choses que je n'aurais jamais imaginé manger. Et même si je ne sais pas tout préparer, c'est un plaisir d'essayer de nouvelles recettes. Le soir, j'ai très mal aux pieds et j'ai envie de m'asseoir, mais il y a encore beaucoup de travail et je dois continuer à aider. Je m'appelle Jihad, je suis marié à Malika et voici Amin, mon plus jeune fils. Le garçon acquiesce et prend la dernière boîte contenant des œufs et du lait frais. Je serai de retour dans 2 jours. Avez-vous besoin de quelque chose de spécial ou qui ne figure pas sur la liste ? Il me tend la liste et j'y jette un coup d'œil. Oui, je le ferai. Je dis et j'écris les couleurs de fil et les tailles d'aiguilles dont j'ai besoin sur le papier sans trop y penser. Peut-être que cela ne ferait pas une grande différence. Et votre fille, comment vont-elle et le bébé ? Il sourit légèrement. Ils sont encore à l'hôpital, l'accouchement a été compliqué. Je porte la main à ma bouche, inquiète, car j'avais vu la fille lors de ma dernière visite chez les parents de Samir. Que Dieu les protège et qu'ils rentrent bientôt chez eux. Il lève les mains vers le ciel et je lui renvoie la liste. Dieu merci. La prochaine fois, j'apporterai tout ce qu'il faut. Salam alaikum. Il appelle son fils, qui était distrait en regardant les animaux. « Alaykoum salam !» Je réponds et commence à effectuer les tâches prévues par Samir. Préparer la paille sèche était facile, mais s'occuper des cactus était difficile à cause des épines, qui m'ont piqué plusieurs fois jusqu'à ce que je trouve un gant parfait pour cette tâche.
Les chameaux se pressent autour de moi, avides de nourriture, lorsqu'ils me voient arriver, déjà habitués à la routine alimentaire et probablement affamés parce que Samir ne peut pas s'occuper d'eux en raison de son état de santé. Ils sont excités. Le chargement du lourd chariot est épuisant et je dois m'arrêter plusieurs fois. J'ai retiré une bâche de l'une des auges et j'ai versé la nourriture, ce qui m'a valu quelques bousculades de la part des gros animaux bruyants. Mon pied me fait encore mal, mais je ne me laisse pas arrêter. Je vais au puits, je pompe assez d'eau pour mon bain et celui de Samir s'il se réveille. Je fais la vaisselle et prépare le repas. Après avoir rangé la nourriture, je vais voir comment va Samir. Sa peau est collante, signe qu'il a encore de la fièvre, mais elle est beaucoup plus faible maintenant. J'utilise des serviettes propres pour le mettre à l'aise et je le couvre bien à la fin. Je me sens soulagé de pouvoir l'aider d'une manière ou d'une autre en réalisant la valeur de mes efforts pour faire ce qu'il fait tous les jours. Je commence à réaliser à quel point sa vie est difficile dans le désert, à travailler dur sans beaucoup de confort ou de luxe. En fait, à l'intérieur de cette tente, il n'y a rien qui ait beaucoup de valeur, à l'exception de sa grosse voiture. Je ne sais peut-être pas grand-chose de sa vie d'avant, ni même de celle d'aujourd'hui, mais je suis curieux d'en savoir plus sur lui. Je veux savoir qui il est vraiment, car j'ai l'impression qu'il ne peut pas se contenter d'être ce qu'il semblait être. Je lui prends la main, remarquant la rugosité et les petites cicatrices sur ses doigts, résultat de la coupe des cactus qu'il prépare pour nourrir les chameaux. Cela me fait sourire. J'aimerais devenir la personne qu'il choisirait, être aussi élégante et parfaite que Raja, en espérant qu'il me remarque. Mais je me sens naïf de penser cela, car je sais que c'est impossible. Et j'ai peur que lorsqu'il découvrira mes secrets, il me méprisera encore plus, et je ne sais pas ce qu'il restera de moi à ce moment-là. J'étais en train de changer mon pansement, et j'ai failli perdre l'équilibre lorsque Kaysar est entré dans la tente. Mon cœur s'est emballé de peur, et j'ai failli pleurer de douleur en pesant sur mon pied. Je me suis mis la main sur la poitrine et je me suis rassis, les jambes tremblantes. Quelle frayeur tu m'as faite. Je suis désolé, je n'ai pas pu venir sans vous effrayer. Je suis d'accord parce qu'il sait que j'ai des problèmes d'audition et que je n'entendrai probablement pas une bombe exploser près d'ici. Entrez! Je force un demi-sourire. Merci. Où est Samir? Kaysar s'approche et regarde mon pied. Ça n'a pas l'air d'aller. Samir est malade. Je couvre mon pied, évitant de parler de ma blessure, car avec Samir malade, je dois être forte et l'aider autant que possible. Je suis content que tu sois venu. Qu'est-ce qui va pas chez lui? Il lui est arrivé quelque chose? J'ai posé mon pied, en essayant de masquer la douleur. Il a eu de la fièvre toute la nuit et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la faire baisser. Je lui ai indiqué la direction de la chambre. Son état n'a fait qu'empirer, je ne savais pas quoi faire d'autre. Je laisse la place à Khalid pour qu'il entre dans la pièce. J'étais sur le point de partir chercher de l'aide à pied, à Najran ou n'importe où près du désert, même si je ne le pouvais pas. Le téléphone portable de Samir avait un mot de passe et je ne savais pas ce que c'était. J'étais totalement désespéré parce que ce n'était pas seulement un rhume. Il aurait été guéri si cela avait été le cas, mais cela semblait s'aggraver sans cesse. Oh mon Dieu! Samir se tordait sur le lit, l'air délirant, ses lèvres bougeaient sans que je comprenne un mot. Sa fièvre est élevée, commente Khalid en me regardant. J'allais chercher de l'aide. Dieu a répondu à mes prières. Je me frotte les mains, trop nerveuse pour penser correctement. Je vais appeler un médecin. Je souris d'un air soulagé et m'approche de Samir, lui appliquant des compresses froides sur le front. Je me sens coupable. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. J'aurais dû demander de l'aide. Cela faisait des jours qu'il se comportait bizarrement, qu'il avait l'air malade, et j'avais agi comme une enfant, en me montrant terrible alors qu'il ne faisait que s'occuper de moi. Khalid revient et son expression nous indique que les nouvelles ne sont pas bonnes. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» je lui demande, en le regardant pianoter sur le téléphone portable qu'il tient à la main. Le médecin a refusé de venir. Je suis abasourdi par la nouvelle. Pourquoi? Il hésite, évite mon regard et regarde Samir. Sans m'en rendre compte, j'étais en train de caresser les cheveux de Samir et je me suis arrêté, pensant que ce n'était peut-être pas approprié devant quelqu'un d'autre. Samir est sur le fil du rasoir. Je suis confus et je vois l'expression de Khalid s'effriter. Je ne voulais pas être celui qui te le dirait. Je ferme la bouche, anxieuse. Bali, son oncle, a été tué et tout le monde à Najran pense que c'est Samir. Je suis choqué et je regarde rapidement Samir. Mon Dieu, et maintenant ton père? Eh bien, il l'accuse aussi. Je cligne des yeux, essayant d'assimiler l'information. Il n'a pas fait ça. Je le dis fermement et Khalid a l'air surpris.
Il n'a pas tué mon père. Je me défends en prenant le parti de Samir et en posant ma main sur son épaule. Malheureusement, l'opinion publique pense différemment, commande Khalid en haussant un sourcil. Alors trouvez quelqu'un, je paierai ce qu'il faudra. Je vois une hésitation chez Khalid qui doute peut-être de l'innocence de Samir, mais je crois en lui et c'est ce qui compte pour moi. C'est vrai. Il s'en va. Je n'avais pas d'argent, mais la somme que j'ai reçue aujourd'hui était considérable, à tel point que j'ai hésité à l'accepter. Il faudrait que j'explique à Samir que je l'ai fait en pensant à sa santé. Tu iras mieux. J'essuie son front en sueur. Je te le promets. Je passe ma main dans ses cheveux et regarde vers l'entrée, voyant Khalid revenir. Tu t'en es sorti ? Je lui demande, pleine d'espoir. Oui, le médecin est en route. Des larmes de soulagement coulent et je souris. Le médecin semble mal à l'aise d'être là. L'attente donne l'impression d'abriter quelque chose que tout le monde devrait éviter. Comment peut-on penser qu'il est coupable s'il n'est pas en prison ? Même le médecin, qui est américain, semble n'être là que pour l'argent, prêt à faire son travail et à partir le plus vite possible. Alaykoum al-Salam. Je salue le docteur en partant, mais il ne me regarde même pas. Dehors, Khalid le paie. Il a une pneumonie. Je serre mes mains l'une contre l'autre et mon cœur se serre. Je vais chercher les médicaments. Il ira mieux. Dieu merci. Khalid se dirige vers la porte mais s'arrête et regarde en arrière. Je suis désolé, Maya. Pourquoi ? Je demande confus. Cela doit être beaucoup pour toi, surtout après tout ce qui s'est passé entre vous. Je tiens l'ourlet de ma robe, en équilibre sur mon bon pied, les orteils de mon pied blessés touchant à peine la moquette. Je suis sans voix, mais je ne me sens pas mal à l'aise avec ce qu'il a dit. Peut-être que Khalid s'est rendu compte de mon malaise et a souri gentiment. Je reviens tout de suite. Je hoche la tête et le regarde partir. J'entre en boitant dans la cuisine pour préparer le dîner. Je ne sais pas si Khalid va rester. Il n'a rien dit, mais il est arrivé par surprise. Alors je décide de l'accueillir chaleureusement. J'attrape une marmite en terre cuite et commence à préparer du mokwali avec les ingrédients que Djihad a apportés plus tôt. Le citron confit vient probablement de Malika et le poulet est frais, parfait pour ce que j'avais prévu. En peu de temps, la casserole est en train de bouillir avec le ragoût. Je retourne dans la chambre pour voir si Samir va bien et cela me fait mal de le voir délirer. Mon Dieu, faites qu'il aille mieux. Je le supplie en lui tenant la main et en sentant sa chaleur. Khalid revient avec les médicaments et nous parvenons ensemble à donner à Samir son traitement. Sa fièvre semble baisser un peu et il s'endort plus paisiblement. « Je t'ai apporté quelque chose !» Il me touche l'épaule pour attirer mon attention et m'entraîne hors de la pièce. Je regarde Samir, hésitant à le laisser seul. « Ça va aller. » Il me touche à nouveau l'épaule et je finis par le suivre. Dans le salon, je vois une boîte rectangulaire, enveloppée dans un papier rose avec un nœud jaune. C'est la vendeuse qui a choisi le papier. Il m'explique en me tendant la boîte. Je ne peux pas l'accepter. Je parle sans savoir ce que c'est. Ce n'est pas un cadeau. Il insiste pour que je le prenne. De nos jours, tout le monde en a besoin, surtout vous qui êtes isolés ici. Il explique, attisant ma curiosité, mais je reste réticent. Prends-le, s'il te plaît. Je vous remercie. Je dis, un peu maladroitement, en ouvrant le colis. À l'intérieur se trouve une autre boîte contenant un téléphone portable. Ma bouche s'entrouvre de surprise. « Je l'ai mis en place pour vous, utilisez-le », dit-il, voyant ma réaction de surprise. Je ne peux vraiment pas l'accepter. J'essaie de le rendre. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un cadeau. Il met les mains derrière le dos, avec un sourire malicieux et un regard amusé. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas comment l'utiliser. Je sors l'appareil de son emballage et il s'allume. Ce genre d'appareil électronique était le rêve de Raja depuis longtemps, mais Baba et moi n'avons jamais pu nous offrir quelque chose d'aussi cher, même si nous avons travaillé jusqu'à ce que nous n'en ayons plus les moyens. Inutile de me remercier, jetez juste un coup d'œil. Il s'approche et se penche pour toucher l'écran. J'ai sauvegardé quelques contacts pour vous aider. Il glisse sur l'écran et affiche les coordonnées de Samir, de Malika et de lui-même. On ne sait jamais quand on aura besoin de parler à quelqu'un. Il s'éloigne un peu. Oh, et vous pouvez également accéder à l'Internet. Cela semble très difficile. Je m'excuse en quelque sorte de ne pas comprendre grand-chose. Je vais vous montrer comment. Je suis ravi.
Je ne vais pas mentir et je souris. Je prépare le dîner et pendant qu'il mange, il m'explique comment utiliser l'appareil. Il me montre comment se connecter à un réseau social où Raja a passé des heures à parler à des gens que je ne connaissais même pas et je me sens un peu étourdi parce que je ne saisis pas tout ce qu'il dit. Vous allez bien? Votre voix est basse. Je tousse légèrement. Je parle à voix basse? Ça a toujours été comme ça? Il a l'air vraiment intéressé. C'est peut-être pour ça que ma voix est comme ça, par habitude. Avez-vous consulté un médecin, un spécialiste? Je secoue la tête en fixant mon hijab. La médecine a beaucoup évolué. Il y a peut-être une solution. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'argent. Ce téléphone portable est le seul bien de valeur que je possède. Ne vous inquiétez pas. Il fait un geste de la main comme pour dire que l'argent n'est pas un problème. Khalid est très poli et sourit toujours amicalement. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne veux pas me faire de faux espoirs. J'ai vécu presque toute ma vie comme ça, habitué à la situation et n'attendant pas de changement. Et j'ai toujours été pauvre, donc je ne me fais pas d'illusions sur les possibilités qui s'offrent à moi. Il faut que j'apprenne cela. Je lui montre mon téléphone portable. Ma sœur l'utilise, je pourrais peut-être la retrouver. Lorsque j'essaie de lui passer mon téléphone portable, il insiste pour que j'apprenne par la pratique. Et c'est ce que je fais. Et je suis choqué de voir le profil de Raja, une photo d'elle dans un café avec 2 autres amies dont aucune ne porte de hijab. Je regarde la photo avec stupéfaction. Ma sœur, c'est perdu. Baba avait raison. Écoutez, dans d'autres endroits, il est normal de ne pas se couvrir la tête, comme on voit certains vacanciers le faire ici. Je fixe Khalid pendant qu'il parle, me sentant mal à l'intérieur. Raja n'aurait pas dû cesser de porter le hijab. Je lui ai enseigné les traditions, je lui ai tout appris. Khalid semble indifférent. Vous ne comprenez probablement pas. Cela m'ennuie. J'aurais peut-être dû être plus strict avec Raja, mais j'ai fini par être indulgent. Je comprends, je n'impose ma foi à personne, mais Raja est orientée depuis qu'elle est petite et maintenant, regardez ça. Je montre les autres photos. Je suis choqué par tout, j'ai envie de vomir et je voudrais pouvoir la prendre et la ramener de force, s'il le faut. Attendons son retour pour en discuter. Je suis stupéfait par cette suggestion. Ici, vous êtes sa seule famille, il vaut mieux qu'elle reste avec vous. Je n'y avais jamais pensé. J'avais imaginé qu'elle resterait dans notre maison, avec une nounou, qu'elle trouverait un mari et continuerait sa vie. Mais venir ici, mon Dieu. Si vous appuyez ici, vous pouvez lui envoyer des messages. Ok, je le ferai, plus tard. Merci mon pote. Il est clair qu'il n'a pas perçu mon hésitation. J'ai peur. Peur que Samir la voie différemment, qu'il la veuille comme seconde épouse. Après tout, c'est elle qu'il voulait épouser à l'origine. C'est elle qui a été choisie. C'est elle qui devrait l'être, pas moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je le remercie et fixe les photos de Raja, irritée et confuse. Khalid a raison, je suis tout ce que Raja a. Je dois m'occuper d'elle, mais est-ce que je peux le faire maintenant? Je trouve une excuse et laisse Khalid dans le salon. Comme j'avais préparé la chambre pour Samir, je savais qu'il y serait bien. Je ne me préoccupe pas de la vaisselle, elle peut attendre. Rongé par l'angoisse, je me redresse prudemment dans mon lit, jette un coup d'œil à Samir, décroche mon portable et cherche Raja. Je lui envoie un message et elle me répond immédiatement, ce qui me fait pleurer parce qu'elle m'a tellement manqué. Je vais bien, vraiment. Je suis avec une amie. Tu ne la connais pas, mais elle et sa mère m'ont accueilli chez elle. Et Maya, je ne regrette pas d'être partie. J'ai lu le message 3 fois. Elle ne semble pas réaliser ce qui s'est passé ici. Il s'est passé tellement de choses que je ne peux pas en parler dans un message, mais je me suis mariée avec celui qui était censé être ton mari. Il n'y avait pas d'autre issue à ce moment-là. As-tu épousé cet horrible type ? Quand je regarde Samir à nouveau, je ne peux pas le considérer comme mauvais. Samir peut être beaucoup de choses, mais certainement pas mauvais. Il faut revenir. Vous ne pouvez pas laisser tomber nos traditions. Que comptez-vous faire de votre vie ? Je n'y retournerai pas, je suis désolé. Je t'aime, mais tu n'es pas ma mère. Je laisse tomber mon téléphone portable, choqué par ce que j'ai lu, comme si on m'avait arraché le cœur et piétiné. C'est la chose la plus blessante qu'elle ait pu dire, et je me sens comme rien, comme je ne me suis jamais senti auparavant. Je me réveille à l'aube, la chambre est claire, ma bouche a un mauvais goût et ma gorge est sèche. Je sens que quelque chose pèse sur mon bras droit et quand je regarde, je vois que Maya dort dessus, sa tête reposant dessus comme si c'était l'endroit idéal.
Elle a des cheveux noirs sur mon bras qui sentent bon. Je commence à la caresser, mais je m'arrête quand elle bouge, se tourne vers moi et met son bras sur ma poitrine. J'ai le souffle coupé pendant un instant, la sentant si proche. Je vois ses doigts meurtris sur ma poitrine et je me demande si elle est allée s'occuper des animaux. Je suis surpris. Je tombe rarement malade, mais quand j'attrape un rhume, je dois me débrouiller seul, car je vis seul, et je ne compte que sur l'aide de Dieu. Je me souviens de sa chanson qui essayait de me soulager. Un bruit sourd provenant d'elle me fait à nouveau retenir ma respiration. Je ne veux pas qu'elle se réveille, je veux qu'elle reste là, blottie contre moi. Elle dort encore. Son visage est un peu brûlé par le soleil, mais il est toujours aussi beau. Je tiens sa main, qui est dure et calleuse à cause des travaux pénibles, comme porter des seaux et nettoyer la tente. Je sens sa main, qui sent le miel et l'orange du savon que Djihad a apporté. Malika fait du bon savon, mais ce parfum sur elle est spécial. Je remets sa main sur ma poitrine et j'écarte mes cheveux de son visage pour mieux le voir. Remarquant la forme de ta lèvre supérieure et une fossette sur ta joue gauche, je m'en émerveille, la trouvant si belle que je ne veux pas que quelqu'un d'autre la voie. Son menton rond attire mon attention. Je passe mon doigt le long de sa mâchoire et elle sourit naturellement, ce qui me laisse le souffle coupé et le cœur qui s'emballe sous le coup d'une émotion forte. Je sors du lit, nerveuse et confuse. Je cherche des vêtements tout en essayant de comprendre ce que je ressens, quelque chose d'intense et de nouveau. « Qu'est-ce que... ça va ?» demande-t-elle dans l'obscurité alors que je fais tomber un chandelier. Je suis là, tout va bien. Elle me touche le bras et je reste paralysé, ne sachant pas comment dire que je suis réveillé et que je ne délire pas. Retourne te coucher. Je marche lentement, voulant qu'elle continue à me toucher, n'ayant pas peur de ce que je suis. Elle me caresse les cheveux comme si j'étais un enfant. La fièvre a disparu. Elle parle toute seule et allume la lampe. Je ferme les yeux. « C'est bien ?» Elle marmonne, endormie et bâillant. Je vais faire le café. J'ouvre un œil et je la vois se changer, se déshabiller. Je referme les yeux, réalisant que j'essayais d'éviter sa proximité et que maintenant elle est là, complètement. La pièce devient silencieuse et elle disparaît, mais je mets du temps à me redresser. Je commence à croire que je deviens folle. Il n'y a pas d'autre explication à tout ce que je ressens, comme si c'était le feu à l'intérieur, que je brûlais et que mon cœur s'emballait. Je croyais savoir ce qu'était le désir, mais là, c'est autre chose, beaucoup plus intense, et je perds le contrôle. Finalement, je me lève et me dirige vers l'endroit où j'ai placé une grande baignoire en métal. Je la remplis avec l'eau des seaux qui se trouvent à proximité et je me verse l'eau sur la tête. Je pensais que je ne mourrais pas d'un rhume, mais ce désir pourrait me tuer. Je vais chercher une serviette et je vois Maya qui me regarde. Elle est surprise et s'enfuit. Au lieu d'être soulagée, je me sens horriblement mal. Maintenant, elle doit penser que je suis un vrai monstre. Mon cœur s'est emballé et je me suis couvert la bouche pour ne rien dire. J'ai été choqué de voir Samir se toucher. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder, même si je savais que c'était quelque chose de privé. Je me sens comme un idiot. Je sors de la tente pour respirer. Je ne peux pas rester à l'intérieur. Mon cœur s'emballe et je ne me soucie même pas de ne pas porter mon hijab. Il est tôt et je suis la seule ici. Je m'appuie sur la clôture, ne sachant pas comment je vais l'affronter à nouveau. Je ne dois pas penser à lui maintenant. Je suis nerveux et mes vêtements me gênent, alors je décide d'aller à l'oasis. Le chemin devient plus vert et les palmiers se détachent. Je me demande combien de personnes sont passées par là et ont vu ce que j'ai vu, une oasis au milieu du désert. Je me déshabille et j'entre dans l'eau comme je suis venu au monde, en essayant de me cacher. Je reste sous l'eau jusqu'à ce que j'ai besoin de respirer, et quand je remonte, je vois Samir debout dans son pantalon, qui me laisse sans voix. « Tu es curieuse ?» dit-il, d'un air arrogant et peut-être amusé en remarquant mes vêtements sur le sol. Il regarde autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. J'en avais besoin. Je réponds sans savoir si je dois le faire. Je m'excuse de vous avoir espionné. « Qu'as-tu vu ?» demande-t-il en se passant la main dans les cheveux pour bien montrer qu'il me voit. Je n'ai rien vu. « Conneries !» Il se met en colère et je frémis devant sa réaction. Pourquoi ? Je commence à demander, mais j'hésite. Malgré tout, je décide de continuer, sachant que j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Il me regarde, surpris, et son visage devient rouge, tandis que son œil sain semble indécis entre me regarder ou regarder ailleurs.
Est-ce que ça t'a fait mal? La curiosité est plus forte en moi et j'ai besoin de réponses. Ce n'est pas quelque chose qui devrait vous inquiéter. Il semble réticent à partager et son expression se durcit avec la colère. Mais non, ça ne m'a pas fait mal, ça m'a juste frustré. Je me redresse, remarquant son regard sur moi qui me fait me sentir valorisée, désirée, voire belle. Et pourquoi? Vous ne comprendriez pas. Je commence à m'agacer, c'est évident. Il se détend un peu et me regarde différemment. Parce que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Je suis troublé par sa réponse. Il semble se retourner. Se retourner. Mais pourquoi? Vous posez beaucoup de questions, vous ne trouvez pas? Il lève un sourcil qui porte une cicatrice. Je veux me déshabiller et entrer dans l'eau. Ici? Je demande, commençant à m'inquiéter. Je ne peux pas regarder? Je demande à nouveau quand il fait une grimace peu amicale. Si je me retourne, je n'entendrai pas ce qu'il a dit entre-temps, ce qui me désavantagera probablement. Pense-t-il en commençant à détacher lentement son pantalon, ce qui m'angoisse. Je pourrais l'avertir de la présence de Khalid, mais je sais qu'il m'en voudrait de rester là, sans protection aux yeux de tous, alors je me tais. Il se déshabille et je ne sais pas quoi penser. Il a entre les jambes quelque chose qui m'a déjà fait mal, au point de saigner et de pleurer, et c'est effrayant à voir. Comment s'est-elle introduite en moi? Samir entre dans l'eau. Il plonge et refait surface en me jetant de l'eau, mais je suis encore choqué. Je n'ai jamais vu un homme nu auparavant, pas même des enfants, et je suis surprise par les différences. Je réalise maintenant à quel point j'aurais dû me retourner lorsqu'il me l'a proposé. Avez-vous peur? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne vais pas te forcer à faire quoi que ce soit. Je déglutis, nerveuse d'être ainsi exposée. Je ne sais pas quoi penser, ça semble impossible. Et c'est difficile de croire que peut-être que ce n'est pas juste. Je n'arrive pas à exprimer correctement mes pensées et mes sentiments. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas revivre cela. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, je comprends. Je réalise qu'il est ennuyé. J'en ai peut-être trop dit. Est-ce que tu veux me faire ça? C'est pour cela que tu as fait ce que tu as fait, que tu es frustré? Je l'ai peut-être surpris avec ma question, car il a l'air confus, puis déterminé lorsqu'il me regarde. Oui, je voulais. Je déglutis et me rapproche malgré ma peur. Alors, vous pouvez le faire.